Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi que la France-Afrique n'est pas qu'un piège à con ou à imbécile politique. Mais il s'agit bien sûr d'un piège à dictature, un piège à dictateur, antisocial et criminogène. La France-Afrique, oui, c'est un piège à prison pour les cadres intellectuels élites africaines, francophones, et plus de valeurs, de dignité et de liberté. Oui, la France-Afrique, oui, c'est un piège mortuaire. Oui, pour tout le monde en Afrique francophone. Le cas du Congo est flagrant. Il y a eu d'abord le Rwanda. Maintenant, il y a maintenant le Congo. Le Congo, par exemple, en 20 ans de dictature Sassou Nguesso, le Congo a perdu 30% de sa population. C'est incroyable, vrai. Oui. En peine 30 ans, en 30 ans, nous avons perdu presque 40% de notre population avec ces dictatures. Déjà pour les 20 dernières années de sa dictature, 30% de la population congolaise a perdu sa vie. Oui. La France-Afrique, c'est un piège à déclassement humain, social, économique, politique, culturel, etc., etc. Oui. Le principe consiste à tirer les pays francophones vers le bas pour que la France continue à maintenir son rang mondial. En s'appuyant sur son précaré pour faire du genre de tampon pour ses comptes publics, son rang mondial et tout ce que vous connaissez. C'est le paradoxe. Pour un pays qui se dit de liberté, de fraternité et d'ailleurs de démocratie dans le monde. On dit aussi le pays des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, avant de parler du bilan des présidentielles 2017 et de la France-Afrique au Congo-Brazzaville, bon, je vais vous dire déjà que, bon, pour tous les Congolais, le dictateur Sassou Nguesso a été placé là par la France, c'est-à-dire par l'oligarchie politico-affairiste française, socialiste et de la droite française. Et ce placement dure depuis 33 ans de sa dictature antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Oui, la France l'a placé là. L'oligarchie politico-affairiste de gauche comme de droite l'a placé là. En contrepartie, on lui a demandé au dictateur de privatiser ses comptes publics. C'est-à-dire que ces comptes devaient être au service de cette oligarchie politico-affairiste socialo de la droite française. C'est-à-dire, vous avez entendu les problématiques de financement occulte, des mallettes et valises africaines. Vous avez entendu parler des financements des partis politiques, oui, des ponts dérivatifs, des conflits d'intérêts, des pas de droit, des plein de choses, des retraites dorées, des gens qui vont chercher l'argent chez l'éducateur. Oui, donc on lui a demandé de privatiser. Et c'est là. Pourquoi il a accepté? C'est ce que je vais vous dire après. Bon, aussi, on l'a demandé au dictateur de vendre son pays à la découpe. Bien sûr qu'il est déjà vendu. Il est hypothéqué, par exemple, un pays qui est le 4e pays producteur de pétrole du continent noir, se retrouve avec 90% de la population de la merde. C'est jamais vu. Donc on a fabriqué, on a organisé une poudrière. Et pourquoi? On ne comprend pas. Et aussi, le Congo, c'est un pays qui est le 3e pays producteur de bois précieux. N'oublions pas les mines solides et tout ce que vous connaissez, les taxes de services qu'on aurait pu augmenter. Donc on vit de la rente pétrolière. Et donc le pétrole est exploité de manière opaque et qui sert à alimenter cette économie de cette France-Afrique. Voilà. Donc, le pays tout entier est privatisé au service d'abord du tyran, de sa famille, de son clan, et aussi de ses vautours de l'extérieur, sur invitation, bien sûr, du dictateur. Donc, ils viennent de la France, tout le monde va là-bas en jet privé, le soir, le matin, autres, ils vont chercher l'argent. Ils vont là-bas, ils tapent sur les épaules, voilà, aide-moi, etc. Oui.
Parce que c'était un système. Sassou Nguesso a pris le contrôle du Congo, que les Congolais cherchent à le récupérer d'ailleurs. Et en prenant le contrôle de ce pays, donc, il devient le propriétaire, hein, un pseudo-propriétaire. Voilà, on peut dire ça. Voilà. Donc, on contrepartie comme le propriétaire du Congo. Donc, tout le monde, tous les gens qui viennent là-bas, on dit, ils donnent l'argent, ils prennent une partie du produit intérieur brut congolais, ils donnent d'un côté à tous les vautours et loups et vautours des socialistes, et de l'autre, ils donnent aussi à la droite française. Et comme ça, tout le monde est servi. Et quand il arriverait les élections présidentielles, que les socialistes gagnent ou la droite gagne, il était gagnant. Donc lui, c'était comme ça, il a travaillé comme ça. Donc il est protégé. Donc imaginez-vous, vous prenez toute la France, que ce soit tous les partis, tous les gens qui sont au pouvoir, vous leur donnez de l'argent. Et vous dites, non, protégez-moi, je peux aller commettre des crimes, je peux tuer des gens, je peux vous fermer votre bouche, et vous jouez à l'omerta, et vous faites le con, et ce qui se passe, et ce qui s'est toujours passé. Mesdames, c'est immoral, et oui, c'est immoral et inhumain à l'échelle francophone. Et ce n'est pas ce qu'en Afrique francophone. Je vous informe que l'Afrique francophone est d'ailleurs l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir, comparé au bloc anglophone. Nous avons, par exemple, dans les bassins du Congo les plus riches du continent noir, nous avons 100% des régimes francophones sont dictateurs, sont des régimes dictatoriaux. Mais allez comprendre, est-ce qu'il y a une anthropologie propre à tous ceux qui parlent français en Afrique, ils deviennent tous des dictateurs, alors que ceux qui parlent anglais, ils ont plus de dynamisme, moins de bureaucratie et plus de liberté et de démocratie. Mais il y a un problème, parce que l'Angleterre s'est affranchie de l'Afrique anglophone depuis sa décolonisation. Et aussi, il a laissé les gens jouer la libre pensée, le libre marché, en tenant compte des situations endogènes, c'est-à-dire l'anthropologie endogène africaine. Bon, mais en ce qui concerne l'interventionnisme anglo-saxon en Afrique anglophone, rien du tout. D'ailleurs, les pays les plus avancés sont tous des pays anglophones. Et les pays les plus déclassés sont tous francophones. Alors que au niveau de ces pays francophones, ils sont riches en idées et en culture, mais aussi en ressources naturelles, mais ils sont toujours déclassés. Donc la France continue à tirer vers le bas ces pays pour qu'ils maintiennent son rang mondial et en tenant compte de cette économie-là. Mesdames, Messieurs, oui, donc on a fabriqué une poudrière. Et moi, etc. Comment un pays aussi riche, potentiellement, avec plein de gens, 1 million de gens à l'extérieur, pour une population seulement de 5 millions d'habitants, pour 342 000 km², la même superficie que la Côte d'Ivoire et le Japon. Mais nous sommes moins peuplés que la Côte d'Ivoire et le Japon. 5 millions au Congo, pour la même superficie, et plus de 20 millions au Côte d'Ivoire, et plus de 500 millions au Japon. Bon, arrêtez, mais nous sommes en train de dépeupler par un individu. On ne sait pas pourquoi la France s'acharne à maintenir ce monstre qui continue à déclasser l'humain et dans les conséquences qui vont être visibles dans l'espace et le temps. Parce que vous avez vu un reportage sur RFI où les jeunes ont demandé de parler de la situation du pouls. Les enfants dessinent des armes, les enfants dessinent les avions de guerre, les enfants dessinent les crimes et ils montrent ça, c'est dans l'inconscient. C'est rentré dans la mémoire de ces enfants-là qui demain fabriqueront des monstres qui pourront punir peut-être ces gens-là. C'est un processus. Donc on est en train de fabriquer des monstres de demain à chaque échelle. Et ceux qui vont contester d'ailleurs la France dans le temps. Donc on est en train de fabriquer la haine, étant donné que le monde va changer tout au long du XXIe siècle et que vous aurez des haineux de ça, parce que quand on parlera de la France, parce qu'il y a des gens qui, quand ils entendent le mot France, ils ont la défiance, la méfiance. Donc vous voyez déjà ça. Donc c'est à la France de prendre ses responsabilités historiques, parce que aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est en partie lié à la France, parce qu'il y a eu pour les 2 dernières années, parce que Hollande, c'était vraiment un désastre pour le Congo. Hein. Hollande, c'est le pays socialiste qui qui a entraîné le peuple congolais vers, qui a permis à Sassou Nguesso d'agir et de tuer massivement sa population. Donc, le bilan antidémocratique, antisocial et criminogène de l'hollandisme au Congo est en cours d'étude. Et demain, d'ici peu, vous aurez les conséquences sur ces problématiques-là pour que ces problèmes-là soient au niveau des Nations Unies et autres. Mais voilà, on ne peut pas étouffer la vérité éternellement. Bon, mesdames, messieurs, oui, les conséquences sont là. Le pays est peuplé aux arrêts, le pays outragé, souillé,
surendetté, et en même temps qu'il est surendetté, on trouve les moyens du FMI ou de la Banque mondiale pour continuer à alimenter les comptes de ce monsieur. Donc on transforme les dettes privées en dettes publiques. Comment cela se fait-il qu'il y a une mauvaise gestion catastrophique et que le monsieur n'a jamais reçu mandat, hein, n'a pas reçu mandat, on lui parle de présent, la Banque mondiale continue à surendetter un pays, et de l'autre côté, la Fonds monétaire international en même temps. Donc il y a un complot mondial contre ça, ce qu'on ne comprend pas. Et comme on est dans des relations humaines, sachant que ce n'est pas éternel, et donc il y a des gens, aujourd'hui et demain, étant donné qu'il a un embrouille avec 9 familles congolaises sur 10, donc 9 familles congolaises sur 10, dit 9 nouvelles intelligences politiques congolaises sur 10, ce sont des choses. Il reste à vivre au pouvoir jusqu'à sa mort. Donc 99% des cas, celui qui prendra le pouvoir, ce sera un résident. Et vous verrez les conséquences. Et tout ce pouvoir-là. Et ce qu'il pourra avoir comme impact au niveau d'image, au niveau de tout ce qui a été fait. Donc la France a une responsabilité historique et d'éjecter vite et maintenant ce monsieur et trouver les solutions de sa thèse pour qu'on avance. Mesdames, Messieurs, je vais maintenant vous parler du bilan de la présidentielle 2017. Bon, d'abord, au niveau des partis, bien sûr, que tous les partis classiques, France Afrique, que les socialistes et la droite ont été tous déclassés. Politiquement, oui, ils ont été déclassés. Ils n'ont pas subi un dérèglement climatique, mais un dérèglement politique. Oui, ça c'est avéré, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que tout ce qui est l'éducateur, ils disent, ah tiens, on pouvait aller donner de l'argent aux socialistes et autres, mais là, on ne sait plus, parce que ça devient imprévisible. Et demain, on ne sait pas celui qui pourra être président de la France en 2022 et en 2027 par rapport à ce qui s'est passé en 2017. Donc c'est une bonne nouvelle pour la France-Afrique et pour les Africains, parce que tout est chamboulé. Les gens sont désorganisés. Bien sûr, on ne peut pas aller investir là où on ne sait pas s'il va gagner ou pas, ou même si on prend des risques. Mais là, les risques deviennent presque, voilà, avec les problèmes de mortalité. Parce que je ne sais pas si Emmanuel Macron a un cerveau, mais il semble qu'il est né d'un père qui a quand même un neurologue, qui a un cerveau qui comprend les neurosciences. Voilà, donc quelque part, il est prédisposé génétiquement à l'intelligence, à l'attitude. Bon, donc, il sait gérer son cerveau, il sait savoir juger par lui-même, il fait comprendre les bonnes choses et comprendre que le monde a changé, il va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc, les partis politiques classiques, socialistes et de la droite, qui ont déclassé l'humain au Congo ou en Afrique, ont tous été déréglés et dérégulés. Donc, c'était une bonne nouvelle, ces présidentielles. Deuxièmement, au niveau des bilans, il faut voir au niveau des candidats aussi. Bon, prenons les candidats qui étaient du côté du peuple congolais. Parce que, on dit, les amis de nos amis sont nos amis. Voilà. Donc, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc, nous avons eu des gens, pardon, et nous avons eu des gens qui sont devenus nos amis. Parce que quand on est dans les affaires d'État, stratégie, il faut toujours garder les bonnes mémoires. Parce que les États ont une mémoire par rapport à des histoires de vie. Voilà. Donc, sachant que Guessou utilise tous les moyens pour détruire le peuple, parce qu'il a les moyens d'État, et si demain nous aurons ces moyens, il faut voir que nous arrivons au présidentiel 2017, nous avons eu au moins 4 bons amis. D'abord, il y a eu Marine Le Pen, puis Jean-Luc Mélenchon, après Poutou et Asselineau. C'est les seuls qui ont dit que s'ils étaient élus, ils devaient repenser la moralité au niveau de la France-Afrique. Et aussi, même Marine Le Pen allait même plus loin, il a signé une charte, oui, qui allait dans ce sens, et en même temps, il disait que si elle était élue, Sassou Nguesso dégage tout de suite. Donc c'était une bonne nouvelle. Donc pour nous, on pouvait chercher ce genre de compensation par rapport à ça, parce que Sassou Nguesso est hyper armé. Il est renseigné, il est protégé par les moyens d'une 5e puissance mondiale, la France. Donc le peuple congolais là-bas ne se bat pas contre Sassou Nguesso, mais il se bat contre une grande puissance, un grand requin qui s'appelle la France, avec tous ses moyens qu'il a. Il suffit que la France dit à Sassou Nguesso, stop, tu arrêtes, il laisse tomber, Sassou Nguesso tombe parce qu'il est dans un pays qui devient une poudrière. Mais pourquoi il a fait cette démonstration de force? Parce qu'il est protégé. Ça c'est bien entendu, c'est connu.
Donc, voilà les gens que nous avons vus, parce que tous ces problèmes-là de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, de Poutou, tout ça sera vu dans un angle positif, parce que c'est un problème de confiance, parce que dans toute relation humaine, vous avez un problème de confiance, puis de méfiance et de défiance. Donc il me semble que nous avons eu vraiment la confiance totale envers les individus précités. Bon, troisièmement, je vous parle de dérèglement climatique. Non, ça ne dit pas de dérèglement climatique. C'est un dérèglement politique. Bien sûr, on a élu un jeune sourd-muet. C'est un amateur politique. Oui, la différence entre un amateur politique et un professionnel est la suivante. C'est-à-dire, un amateur politique, il confisque le pouvoir aux professionnels et le rend au peuple. Donc, il vient tenter quelque chose, une vision, il n'est pas professionnel, il vient tenter quelque chose, si ça marche, c'est bon, si ça n'a pas marché, bon, c'est raté, il va faire autre chose. Alors que le professionnel de la politique, lui, il a confisqué le pouvoir au peuple et le garde pour lui. Donc, il devient carriériste. Donc il n'est responsable de rien, ni du bilan, du bilan passé ou en cours. Bon, il est toujours candidat. Jamais élu, parce que son discours stupide comme quoi qu'il faudrait, on pourrait, ça devrait. Et en faisant ça devrait conditionnel, bon, après il passe là, et chaque mandat électoraux sont faits. Donc c'est un carriériste. Donc ça, il faudra déjouer ça, parce que bien sûr qu'ils sont entraînés à mentir et à diffuser ce genre de discours qu'on est obligé de souscrire. Donc la différence entre l'amateur et le professionnel, elle est là. Donc Emmanuel Macron, il me semble que c'est un sourd-muet, mais il semble qu'il se dirait pour être d'abord un amateur. Donc je le vois comme un amateur. Maintenant politique. Et c'est très bon. Parce que c'est peut-être qu'il pourra se transformer en professionnel, hein, on ne sait pas. Hein. Bon, après. Bon, donc ça, c'est très très important pour nous. Parce que, bien sûr que il faut parler aussi de l'homme de politique et l'homme d'État. Bon, l'homme politique, c'est celui qui pense toujours aux prochaines élections. Mais l'homme d'État pense aux nouvelles générations, sur différentes échelles. Parce que nous sommes désormais dans un monde interdépendant. Voilà, les mêmes causes et les mêmes conséquences. Le monde des causes et des conséquences. Donc, la France n'est pas dans une exoplanète, non. Elle est contenue dans un écosystème, d'abord européen, puis France-Afrique et aussi mondiale. Donc, il doit comprendre ces interactions écosystémiques à l'échelle planétaire. Mesdames et messieurs, bon, le gouvernement contre le gouvernement, bon ben, j'ai vu un gouvernement qui j'ai donné une bonne note pour l'image, oui, c'est bon. Et en ce qui concerne, il y a un galon d'Achille parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Yves, comment on appelle, Yves Olivier. Non, pas Yves Olivier. Yves Le Drian, voilà, l'ami du dictateur qui est là. Donc pour nous, ça nous dérange. Au niveau du Congo, ce monsieur-là est là, donc nous on est là. Tous les Congolais ont des yeux visés sur lui, donc on les traque, voilà, donc on les regarde. Donc c'est le problème du gouvernement de Emmanuel Macron et de Édouard Philippe. Voilà. Donc nous on a Yves Le Drian, nous on les regarde parce qu'il a des problèmes. Il est allé au Congo plusieurs fois avec l'argent du Congo en jet privé, descendre directement à Oyo, la capitale de la dictature, qui est située non loin de mon village, hein, mon village natal, puisqu'on fait partie de la même région. Donc quand il passe, il descend là, il passe au-dessus de mon village, et on le voit qu'il arrive du nord, hein, il arrive du nord en venant peut-être en avion pour arriver au Yo, on vient soit par passant le Cameroun ou la Centrafrique ou le Tchad, voilà, on descend comme ça, on part de la France, on passe à l'Algérie, on va vers le Tchad ou le Niger et on arrive au Cameroun. Le Cameroun, on passe au-dessus de mon village. Hein. Pour arriver au Yo, hein, c'est situé à entre 100 km hein, du village de Yo. Cette attitude, ils sont bas, on le voit, la jet privée de Dion qui vient voir son copain. Et donc, un gars qui est illégal, hein, illégitime, il n'a jamais été élu, il a confisqué un pays, c'est immoral et dissolu au XXIe siècle. Ces comportements ne doivent plus. Voilà. Bien sûr que rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Bon, ils se sont transformés, mais attendez, la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Arrêtez de rester là pour confisquer le reste, c'est immoral, parce que demain, on va vous retrouver quelque part. Entre les enfants, petits-enfants des victimes et autres, quelque part en Bretagne ou dans les CCA. Tiens, ça c'est monsieur qui avait tué, voilà. Vous vous rendez compte?
Et demain, ce sera comme ça. Donc demain, c'est un monde qui a changé au niveau des mentalités, des choses. Et des gens, peut-être demain, régleront leur compte comme ça, hein, parce qu'on a tué quand même les gens. On continue à tuer les gens au nom de je ne sais pas quel intérêt. Et ça devient mauvais. Et c'est ça. Donc le rôle, moi j'ai toujours fait mes vidéos en cherchant à donner des idées. Moi, je pense que le premier but, le premier rôle de la priorité du pouvoir de Macron est d'abord moraliser la vie publique politique française, parce qu'en moralisant la vie politique française aura des impacts aussi en Afrique francophone, parce que c'est elle qui retrace ce qui est fait en France, parce que vous êtes dans les réseaux, alors que les gens devaient être là pour défendre des visions, des projets de société, des utopies, autres. Mais là, on attend, la France dit ceci. Donc, si là, on commence par la moraliser, la vie politique française, c'est dire, bon, le deuxième, à cette échelle, c'est d'abord de chercher à reclasser l'Afrique francophone pour que ça crée un dynamisme de création de richesses, de valeurs ajoutées qui aura d'impact positif sur la France. Parce qu'on dit, bon, on laisse la politique, le peuple s'exprimer librement et en même temps, on peut s'introduire là pour apporter nos connaissances, nos savoir-faire au thème des process, au thème de valeur ajoutée économique et tout ça, de nos marques, de nos produits, tout ce que vous connaissez de l'économie. Donc, créer les conditions d'une économie dynamique, comme ça se fait au bloc anglophone. Donc, laisser l'économie agir, le marché agir librement, mais en tenant compte des impacts sur l'environnement et autres. Donc, et aussi la dignité humaine, l'individu et autres. Bon, donc, moi, c'est ça le premier là, qui réduit aujourd'hui 90% des dictatures sont francophones. C'est-à-dire, quand on parle français, on est dictateur en Afrique. C'est fiché comme ça. Donc, ce sera le prochain programme pour monter aux îles du monde par des réseaux que si vous parlez français en Afrique, vous êtes dictateur. Alors que quand vous ne parlez pas français en Afrique, vous êtes démocrate. Donc, il y a un problème. Donc, il faut pour trouver le juste équilibre entre vos intérêts vitaux, stratégiques et autres en Afrique, parce que les gros poissons mangent tous les petits poissons. Mais dans la nature, il me semble que les gros poissons captent toujours la juste part. Ils n'abusent pas. Parce que c'est comme les pouvoirs. Trop de pouvoir tue le pouvoir. Trop de compte pouvoir tue le compte pouvoir. Oui, l'abus, tout abus tue. Voilà, donc là, c'est l'abus. On est dans l'abus. Donc il faut trouver le juste équilibre comme fait dans la nature. C'est-à-dire capter la juste part et trouver ce juste équilibre-là qui permet de léguer dans cet écosystème la confiance mutuelle. Voilà. Mais si on reste là dans la méfiance et la défiance actuelle, il me semble que la France, dans l'espace et le temps, va perdre son rang à cette échelle-là. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt et restez motivés et humains.